La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, ce sont les grandes manœuvres. La Grèce toujours, Le Monde, Grèce, les scénarios d'une sortie de crise. Le Figaro, course contre la montre pour sauver la Grèce. Mais on s'intéresse aussi aux tractations chez les géants des télécoms. L'Opinion, Télécom, les mobiles d'un ménage à trois. Libération, Téléphonie, le Bouygues Deal. On commence donc avec la Grèce, Natacha. Mais oui, parce que tout le monde est soulagé. Ouf! Du coup, on peut reprendre les bonnes habitudes et le ton légèrement moralisateur. Libération en profite pour refaire la leçon aux réfractaires. Effort dans l'Europe, une misère en dehors d'elle, écrit Laurent Geoffrin. Le choix n'a rien de réjouissant, mais il n'y en a pas d'autre. Bref, la version à peine moins violente du TINA, le fameux There is no alternative de Margaret Thatcher et Emmanuel Macron. D'ailleurs, Jean Quatremer se pose la question, la crise de la zone euro a-t-elle vraiment eu lieu ? Bah oui, après tout, écrit-il, l'Irlande et le Portugal ont démontré que la crise de la zone euro était en fait une crise grecque. Oui, parce qu'au Portugal ou ailleurs en Europe, tout va bien, il n'y a pas de désindustrialisation, il n'y a pas de chômage de masse, il n'y a pas de recul de l'État-providence. Tout est de la faute des Grecs. Mais le Parisien rétablit tout de même une vérité que les donneurs de leçons ont tendance à oublier. Sur les 226,5 milliards prêtés à la Grèce par la zone euro et le FMI depuis 2010, 85% ont servi à rembourser les créanciers privés du pays, c'est-à-dire les banques françaises, les banques allemandes. Et seulement 11% ont été utilisés pour faire tourner la Grèce. Paiement des fonctionnaires, hôpitaux, aide sociale. Pendant ce temps, on réduisait les coûts au point que la production du pays a chuté de 25% depuis 2010. Mais le FMI et l'Union européenne continuent à estimer que les profiteurs doivent payer. Les profiteurs, c'est-à-dire les Grecs, pas les banques. Dans le Figaro, Jean-Pierre Robin nous raconte d'ailleurs que Christine Lagarde, qui se permettait jeudi de déclarer que l'urgence serait de rétablir le dialogue avec des adultes, compte sur la réussite des négociations pour s'assurer un deuxième mandat à la tête du FMI. Tout le monde est désintéressé dans cette affaire. Le principe de précaution, le fameux principe de précaution, on en reparle ce matin, Natacha. Bah oui. Un produit est-il dangereux ? Est-ce qu'on a des preuves ? Ça, c'est la vieille question que se posent les opposants au principe de précaution. Dans Le Monde, Stéphane Foucart raconte comment cet argument de l'absence de preuves scientifiques avait permis au chimiste Herbert Haller de sauver le DDT, ce pesticide sur lequel on commençait à se poser des questions en 1963. Il a donc fallu attendre 50 ans pour que des études sur les bébés nés cette année-là, en 1963, démontrent aujourd'hui, donc, le risque accru de cancer dû à l'exposition au DDT. Pourtant, les industriels du plastique utilisent rigoureusement le même argument auprès des autorités françaises pour expliquer que non, il n'y a pas de preuve scientifique contre le bisphénol A. Pas de preuve, pas de problème. D'ailleurs, les OGM non plus ne posent pas de problème. On se demande bien alors pourquoi le Parisien consacre sa une à une affaire rocambolesque, mais qui devrait tout de même faire trembler tous ceux pour qui les OGM ne sont pas complètement anodins. En une, la folle affaire du mouton OGM. Le mouton, c'est Ruby, un petit agneau né de la brebis émeraude, c'est joli comme tout, émeraude génétiquement modifiée avec un gène de méduse pour faire ressortir une coloration fluorescente. Alors le but de l'INRA, qui a créé ce programme Mouton Vert, est de visualiser les organes lors de greffes cardiaques. Mais un employé mécontent a vendu l'agneau à un abattoir pour se venger de son chef. Et Ruby a fini dans l'assiette d'un consommateur pas du tout informé. Officiellement, aucun risque. Mais alors, d'où vient ce léger malaise qu'on ressent ? Des conséquences qu'on imagine si un autre apprenti sorcier, sous le coup de la colère, faisait sortir d'un laboratoire autre chose qu'un inoffensif agneau ? Ou peut-être de l'idée que nous ne maîtrisons pas vraiment ce que la science nous vend comme un progrès. Et après ça, vous nous proposez de passer à table. Bonne chance. Oui, parce que plutôt que le mouton vert, on vous conseille le numéro d'été de la revue Books, 5000 ans de cuisine et recettes inattendues. Alors, il y a la gastronomie à Sumer ou à Rome, le fabuleux destin de la mère Brasier, symbole de cette cuisine qui a fait la grandeur de la France, les dernières modes crudivores, la transformation de la cuisine en show télévisé. Vous allez régaler votre esprit en apprenant 2 ou 3 choses étonnantes. Par exemple, que le roi Henri VIII d'Angleterre faisait servir des queues de castor grillé le vendredi à sa table. Ou alors qu'un Français moyen, à la fin du 19e siècle, consommait encore près d'1 kilo de pain par jour. Et puis que dans les banquets athéniens, il y avait un homme, on appelait ça le symposiarque, qui était chargé officiellement de gérer l'ébriété des convives en ajoutant de temps en temps un petit peu plus d'eau dans leur vin. Ça fait jamais de mal. Même si ça casse un peu le goût quand même, l'eau dans le vin. Oui, pas le vin grec, il était coupé avec du miel et du laurier pour cacher le fait qu'il était très très piqué quand même.
Bon, vous avez 20 sur 20 en histoire, on parle de la triche au bac. Mais oui, ça fait partie des incontournables, évidemment, en période de baccalauréat. Le Monde consacre un article aux anti-sèches où l'on apprend que les techniques modernes, portables, montres connectées, en fait, sont finalement à peine plus utilisées que la bonne vieille fiche Bristol planquée dans le pantalon. Mais le plus étonnant dans cet article, c'est la protestation d'un sociologue d'un sociologue de la triche, contre les dispositifs de détection des portables, parce que, dit-il, on risque de sanctionner surtout les mauvais élèves qui utilisent le plus les outils numériques plutôt que les bons qui sont sur des anti-sèches plus classiques. Alors, 2 questions. D'abord, est-ce qu'on choisit la triche numérique parce qu'on est un cancre et un paresseux, ou est-ce que c'est le fait de copier des anti-sèches qui fait progresser ? Ça, première question. Deuxième question, est-ce qu'il faut renoncer à attraper certains tricheurs sous prétexte qu'ils seraient défavorisés parce que mauvais élèves ? En creusant bien, ça pourrait faire un sujet de bac philo. On termine avec encore des interrogations sur le bac. Oui, mais pourquoi justement ? Pourquoi on s'inquiète avec le bac alors que le langage écrit sera bientôt remplacé par des icônes, des petits dessins ? Oui, le magazine GQ raconte comment les emojis, alors je ne sais pas très bien comment on prononce, je ne suis pas branchée, sont en train... avec les messages. Oui, voilà, les espèces de petits dessins là sont en train de s'imposer comme un nouveau langage de l'humanité. Vous avez vu, il y a de tout dans ces trucs-là. C'est très sommaire comme langage, malgré tout, et c'est assez proche finalement de l'art pariétal. Mais bon... même là, surtout, le problème, c'est que le rêve d'un langage universel s'effondre. GQ nous apprend que chaque pays emploie les emojis propres à sa culture. Les Français, par exemple, utilisent 4 fois plus de cœurs que les autres, alors que les Américains préfèrent les énormes pizzas et les aubergines à forme légèrement phallique. Quant aux Canadiens, ils sont adeptes du tas de caca, je vous jure. Du coup, on se dit qu'un jour, l'humanité devra quand même réinventer les subtilités du langage pour dépasser ces différences culturelles. On va s'apercevoir que ça sert, le vocabulaire. C'est qu'un mauvais moment à passer, et peut-être même qu'un jour, les Grecs et les Allemands parviendront à communiquer, on ne sait pas. LOL, MDR, la revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.